Donc on a souhaité, en ce début d'année, puisque c'est un petit peu aussi une tradition aux États généraux des RIP, c'est le premier rendez-vous de la communauté en début d'année, avant les autres sessions, les TRIP, les GRACO, les rendez-vous de la FIRIP. On a souhaité faire un point avec 4 opérateurs sur leur stratégie 2018. C'est-à-dire on voit qu'il y a des lignes qui ont pas mal bougé. L'actualité 2017 a été dense, a été intense. On a entendu ce matin que tous les voyants étaient au vert, mais que voilà, la vigilance était quand même aussi sur la nature des déploiements, les capacités à faire, et puis cette question un peu lancinante de l'arrivée des OCEN, des opérateurs de communication d'envergure nationale, sur les RIP, puisqu'on a vu que c'était quand même aussi un enjeu fort en termes de commercialisation de ces réseaux. On a cru comprendre ce matin que voilà, dans les situations où la concurrence commençait à jouer à plein, ça fonctionnait bien, et que même si certains grands opérateurs n'étaient pas propriétaires d'un RIP, ils commençaient à devenir attractifs pour eux en termes de vente de services. Alors, est-ce que ça va se confirmer ? Voilà, l'enjeu il est là. Et puis donc TDF et Ecovage sont également des acteurs majeurs du déploiement de ces réseaux, donc ils vont nous donner leur feuille de route sur l'année qui vient et les règles stratégiques de leur intervention. Voilà. Donc sans plus attendre, on va démarrer. Tout ça est filmé de toute façon. Donc il y a un replay des états généraux des RIP qui sera disponible en ligne à partir dans 4 jours, je pense, mercredi ou jeudi. Mais j'ai un dernier appel dans les salles annexes, s'il vous plaît. Voilà. Orange. Ça claque. Ça, c'est un mot qui claque. Il y a encore 3 ans, quand vous interpelliez Orange, vous disiez France Télécom. Aux États généraux des RIP. Hein. Pas moi. Non. Mais c'est vrai, ça a été long de s'habituer, je crois, pour beaucoup d'élus. Effectivement, c'était aussi un attachement fort à cette marque publique à l'époque, privée aujourd'hui avec une stratégie claire depuis des années. Donc la question, c'est ma première question, Cyril Luneau, c'est effectivement la stratégie, notamment par rapport à cette question de l'entrée sur les RIP, dont Orange n'est ni le partenaire ni le délégataire. J'ai qu'une question ou je peux dérouler la stratégie? C'est une question de lancement. C'est une question de lancement, d'accord. Ouais, alors je vais répondre tout de suite à celle-là. Alors, d'accord. En tant que FAI, Orange réfléchit à un certain nombre de positionnements. Et d'abord, il y a la zone très dense, il y a la zone AMI, évidemment, et puis il y a la zone RIP. Sur la zone RIP, il faut qu'on soit totalement cohérent dans ce que l'on fait pour l'ensemble des territoires. Tout à l'heure, il y avait le CIVU qui expliquait que Orange était présent sur le CIVU. Alors pourquoi Orange est présent sur le CIVU et pas forcément sur le Calvados? Bon, eh bien, on va essayer d'expliciter ça. Le CIVU c'est l'agglomération de Dunkerque, et l'agglomération de Dunkerque était prévue dans les déploiements zone AMI. Il se trouve qu'il y avait déjà une initiative qui avait été prise par la collectivité, et donc on avait prévu de le faire, on avait les budgets qui avaient été fléchés, etc. Et donc la cohérence par rapport à notre stratégie faisait qu'on devait aller sur le CIVU, donc sur Dunkerque. Donc voilà pourquoi on est présent par exemple sur le CIVU et pas sur d'autres zones. Il y avait un engagement qui avait été pris, mais le cadre a légèrement changé, pour autant l'engagement est maintenu. Bien sûr. Et donc c'est comme ça aussi qu'on est présent sur un certain nombre d'autres RIP également, notamment sur la partie dite zone AMI
en collision avec les RIP. Et là, on a été suffisamment intelligent pour que ce qui était déjà parti, et je parle pas de scories du passé, je parle des périodes, des zones de recoupement, et donc on avait décidé de le faire, et bien on le fait, et c'est pour ça qu'on cofinance. Sur deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on entend, on a plusieurs personnes qui sont intervenues ce matin en disant que Orange n'était pas présent sur les RIP, les OCEN, etc., et Orange viendrait peut-être après les autres. Je sais pas. Heureusement, c'est pas Monsieur Pommier-Coton qui fait la stratégie d'Orange, donc ça n'est pas Orange n'arrivera pas après les trois autres. Et ça, je pense qu'on peut le dire. Et c'est pas comme ça que la stratégie se fait. Pour autant, on est présent aujourd'hui sur plus de 40% de l'emprise RIP, ce qui fait de nous le premier cofinanceur des RIP à date. Et deuxième chose, c'est qu'on est plus présent sur les RIP tiers que sur nos propres RIP actuellement. Donc on est présent sur 460 000, une emprise de 460 000, et ce qui représente, je vous dis, à peu près 45% des prises RIP déployées. Il se trouve qu'on a déployé 19% donc des prises RIP actuellement. Donc ça montre bien que Orange est présent plus en majeure partie sur des RIP tiers plutôt que sur ses propres RIP. Voilà, donc c'est deuxième chose. Enfin, on a souhaité être beaucoup plus présent puisqu'on avait gagné deux réseaux d'initiatives publiques majeures qui étaient notamment l'Auvergne et la Bretagne, et on était un peu moins présent. On a eu une période où on était moins présent sur les réseaux d'initiatives publiques. Donc on a essayé de faire une remontada ou ripontada, je ne sais pas comment on peut le dire, et qui fait qu'on a été choisi ces derniers temps sur de nombreux projets, de nombreuses collectivités nous ont refait confiance avec l'Ariège, Lot, Lozère-Aveyron, la région Bourgogne-Franche-Comté, Charente-Maritime, Mayenne, Orne, etc. Et donc, en effet, on n'a pas été choisi non plus pour reprendre ce que disait Laurent de Pommier-Coton, parce qu'on disait si jamais vous ne nous choisissez pas, eh bien on sera les derniers à venir sur vos RIP. C'est pas du tout comme ça que ça se fait. D'ailleurs, je dénonce justement cette prise de position parce que évidemment on fait très 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 attention de ne pas mélanger la partie opérateur de réseau et opérateur commercial. C'est très important. On a eu des recommandations qui ont été avec un avis de l'autorité de la concurrence qui était très clair, où on ne doit pas faire un chantage X ou Y pour quand on est opérateur intégré. Et donc on est choisi. Pourquoi ? Parce que on a une offre qui est attractive, parce que c'est pas un choix de la raison qu'a fait la collectivité, c'est parce qu'on avait la meilleure offre, tout simplement. Et meilleure offre avec une offre également où on a pris en considération le fait que la collectivité souhaitait avoir un catalogue très élargi. Donc à partir du moment où elle souhaite un catalogue élargi, elle l'écrit, elle le veut, eh bien on le fait. Et donc on est très légitimiste. Il y a un cahier des charges et on se bat on espère aussi bien, de temps en temps on gagne, de temps en temps on perd. On est très heureux quand on gagne, on est des bons perdants également. On n'est pas voilà. Et donc tout ça pour dire que on est revenu sur le devant de la scène pour essayer justement de regagner des parts de marché réseau. C'est notre ADN, c'est notre stratégie, et on a mis en place toutes les organisations nécessaires pour pouvoir justement répondre avec des capacités de production, avec des lignes de produits qui sont différentes de ce que l'on fait par ailleurs. On sera très heureux d'accueillir Vitis et d'autres sur les réseaux qui sont activés. Et donc voilà. Les choses sont claires à partir du moment où les collectivités sont claires. Elles nous ont demandé quand elles font un appel d'offres qui établit les règles, eh bien, on répond dans ce cadre-là, et on est très heureux de le faire. Voilà. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, on a sur la production de l'année dernière, on a produit 19% des prises RIP sur 2017, et
on estime qu'on aura une part de marché qui sera aux environs de 30% sur la partie opérateur de réseau, sur la partie RIP. Voilà ce qu'il en est. Que dire de plus? Oui, opérateur. Donc opérateur intégré, pas opérateur intégré. Je pense que c'est plus tellement le sujet, puisque les règles aujourd'hui sont définies et on retrouve à peu près les mêmes offres à peu près partout. Chacun ensuite a mis plus d'intensité commerciale, technique, etc., marketing dans les différentes offres. Encore une fois, TDF gagne de très beaux projets, SFR gagne de très beaux projets, tout le monde gagne de très beaux projets. On a eu la chance d'être choisi récemment et on était très heureux. Mais le côté opérateur neutre ou pas opérateur neutre, je rappelle que récemment on a répondu en faisant venir Free dès le départ dans le cadre de la Mayenne. Récemment, on a dans cette volonté d'ouverture de chakra, on a même répondu avec Covage sur l'Essonne. On a même signé un pacte d'actionnaires et donc on est actionnaire aux côtés de la Caisse des dépôts, vous vous rendez compte? Donc tout ça pour montrer que, parce que c'est pas nous, on est opérateur intégré, certes, l'opérateur le plus intégré aujourd'hui, ça reste la Caisse des dépôts, qui est à la fois dans tous les RIP. D'ailleurs, de temps en temps, je pense même qu'il fait un peu de commercial en disant si jamais vous choisissez tel opérateur, je ne serai pas forcément actionnaire, donc attention. C'est réponse du berger à la bergère. Et donc, tout ça pour dire que... et en plus de ça, Laurent de Pommier-Coton expliquait que la réussite des RIP, ça passait par le battage commercial fait par la collectivité. C'est fait aussi le battage commercial par l'actionnaire, puisque en tant qu'actionnaire de Vitis, il a bien mis en avant la capacité de Vitis à être très très fort et de faire de belles offres. Voilà. Donc tout ça pour expliquer que, en effet, on est très heureux d'être à nouveau sur le devant de la scène avec un certain nombre de projets qu'on a gagnés, et on le doit juste parce qu'on a une belle compétition, virile, correcte, tout ça, mais très très bonne. Voilà. Alors, une question sur 2018, quelques chiffres. Qu'est-ce qu'il y a dans le pipe en termes de déploiement de prise, que ce soit donc dans le tradance ou sur les RIP? Est-ce que tu as cette lecture sur ce déploiement? Parce qu'on a parlé ce matin de 3 millions de prises par an, mais si on ajoute les prises prévues dans les RIP, on monte à 5 millions. Comment on peut clarifier un petit peu ça? Côté Orange, qu'est-ce qui est dans le pipe en nombre de prises déployées sur ces deux périmètres? Alors, je ne sais plus faire tout à fait le distinguo entre les différentes zones. Ce que je sais, c'est que pour donner une visibilité sur la capacité de déploiement d'Orange, en 2014, on avait fait 1,1 million de prises. En 2015, on a fait 1,4. En 2016, on a fait 1,7. On a fait près de 2 millions sur 2017 et on sera aux alentours de 2,5 sur 2018. Donc c'est en l'espace de 4 ans, on a plus que doublé, et donc vraiment une capacité industrielle très forte. Et ce qui est compliqué dans la partie RIP, c'est que de temps en temps on est en affermage, de temps en temps on est concessionnaire, donc c'est pas toujours nous qui construisons. Donc oui. En tous les cas, la capacité de construction d'Orange, c'est celle-là. 2,5 millions de prises en 2018. Merci beaucoup Cyril. Merci. Lionel Recorbet, SFR, je vais peut-être commencer par la même question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le tuyau pour 2018 en nombre de prises? C'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Il y a beaucoup de choses, parce qu'on est au sein du groupe SFR toujours dans une logique de déploiement de très haut débit, et la fibre, elle consiste dans du FTTH, dans de la rénovation FTTB. Et donc, d'un point de vue de l'ensemble du groupe, il y a ce déploiement qui consiste à moderniser les réseaux câblés. On termine la modernisation des réseaux câblés et on poursuit à la fois dans la zone AMI et dans la zone RIP les déploiements en FTTH. Il est clair qu'on n'a pas les mêmes volumétriques Orange, puisqu'on n'a pas les mêmes enjeux. On a eu beau se battre sur un certain nombre de dossiers en DSP, on en a gagné beaucoup moins
au cours des dernières années, si bien que notre emprise aujourd'hui, elle est d'un peu plus d'1 million de prises à déployer sur la partie RIP. Sur la partie zone AMI, on n'a pas 11 ou 12 millions de prises à déployer, on a uniquement 1,4 million de prises dans notre zone contractuelle. Et puis après, il nous reste quelques 300 ou 400 000 prises à rénover et à moderniser ou à monter en débit, parce qu'il y a certains réseaux qui sont aujourd'hui à 30 mégas et qu'on fait passer à 100 mégas, 200 mégas, voire au giga sur la technologie FTTB. Et donc, c'est sur ces empreintes-là qu'on va travailler. Donc, ça ne sert à rien de comparer des chiffres qui ne sont absolument pas comparables, puisque les emprises sur lesquelles on doit travailler ne sont pas du tout les mêmes. Non, mais c'est aussi pour les additionner, pour avoir une vision éclairée de la volumétrie, parce que derrière, juste après, on va parler de la tension sur la fibre et sur les emplois. Alors, ce qu'on peut dire, qui est une chose claire, c'est que le groupe s'est engagé. Le groupe s'est engagé fermement auprès du gouvernement, au titre de l'article 3313, pour tenir ses engagements en 2020, de déployer sa zone AMI. Il est même allé au-delà. Il est même allé au-delà de sa propre zone, puisqu'il a pris également des engagements et a proposé de travailler sur une empreinte plus large que l'engagement qu'il a aujourd'hui sur son propre contrat avec l'État sur la zone AMI. Donc, on ira au-delà et on propose d'aller au-delà de cet engagement. Par ailleurs, aujourd'hui, sur les réseaux d'initiative publique, quand on regarde les chiffres qui ont été publiés par l'ARCEP du 4e trimestre, aujourd'hui, on a 300 000 prises qui sont déployées. Et on est le premier opérateur exploitant de nombre de prises des réseaux d'initiative publique. Il y a de l'affermage, comme le disait Cyril, il y a de l'affermage où on ne construit pas, il y a du concessif où on construit. C'est l'ensemble de ces prises qui sont prises en considération. Mais aujourd'hui, on a déployé sur les 1,2 million de prises, près d'un quart des prises déployées sur le territoire national. Notre enjeu, il est clair. On a pris des engagements, on va tenir nos engagements. Voilà. Donc ce matin, Pascal, tu disais, je suis désolé, hein, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça se passe comme prévu avec les partenaires que sont les collectivités. Ça fait près de 15 ans qu'on monte des partenariats avec les collectivités. On est un partenaire historique des collectivités. Je pense qu'on est probablement le seul partenaire ou l'un des seuls qui doit distribuer des dividendes à ses coactionnaires. La Caisse des dépôts peut l'affirmer. Je pense qu'ils sont très contents quand on les distribue. De temps en temps, on les retient un peu, mais on leur distribue pas mal de dividendes. Et globalement, on verse même du retour à meilleure fortune sur les réseaux de première génération à un certain nombre de collectivités. Donc notre objectif aujourd'hui, il est clair, c'est de tenir les engagements qu'on a pris auprès de nos collectivités, auprès de l'État, auprès des collectivités locales dans le cadre de la zone AMI. Une ambition claire pour le groupe, c'est d'apporter le très haut débit fixe et mobile. Je ne fais pas de distinguo, puisqu'on a également pris des engagements forts sur la 4G, apporter le fixe et le mobile à l'ensemble de nos concitoyens, le plus tôt possible. Donc si je continue mes calculs d'épicier, donc j'arrive à 3 millions de prises à déployer d'ici 2020, 1 million en RIP, 1,4 million en AMI, modernisation du câble 0,4, à peu de choses près. À peu de choses près, dans le sens où les RIP sont un peu plus étalés, puisqu'on a des RIP qui vont jusqu'en 2023-2024, donc on est un peu moins de 3 millions sur 2020. D'accord, ok. Donc ça fait un... Je peux être en avance. Alors, rien ne nous empêche d'être en avance, mais en tout cas, notre engagement, il n'est pas de 3 millions. Donc en gros, en 2018, on est autour de 700 000 prises, quelque chose comme ça, c'est raisonnable de dire ça ? Je ne sortirai pas de chiffres aujourd'hui. D'accord, pardon. J'ai essayé. Je ne vous cache pas qu'on publie nos résultats ce soir. On est en période de blackout, j'ai pas le droit de pas donner de chiffres. Évidemment. Je voulais pas te piéger. Une autre question par rapport donc à cette clé stratégique qu'on soulignait tout à l'heure, c'est quid de l'arrivée des services de SFR sur les RIP où SFR n'est pas à la manœuvre. Dans cette stratégie, ce que j'ai bien précisé, c'est que notre objectif est d'apporter du très haut débit à l'ensemble des Français. Il est hors de question, je ne peux pas l'imaginer, qu'on laisse une partie du territoire sans offre SFR.
Alors aujourd'hui, il y a des technologies DSL qui existent, effectivement. On paye une rente colossale à Orange, mais je te la fais à chaque fois, Cyril, c'est normal. Donc il est important pour nous, effectivement, de ne pas se laisser distancer dans cette course aux parts de marché. On le souligne depuis ce matin, ça a été rappelé. Il y a effectivement une importance d'être présent sur l'ensemble de ces réseaux pour faire en sorte que on ait des offres SFR à très haut débit sur l'ensemble du territoire. Donc la question ne se pose pas. La question qui peut se poser, c'est quand. Oui, exactement. Quand, sur quel territoire. Quelle est votre grille de lecture? D'ailleurs, je pose la question en même temps à Cyril Lenot, c'est-à-dire prenons un exemple au hasard, Cœur-Côte-Fleury. Quelles sont les conditions qui font qu'à un moment donné, vous venez sur ce réseau? Qu'est-ce qu'il faut pour venir effectivement proposer vos services sur ce territoire-là, par exemple? Pardon, c'est un peu brutal, mais enfin c'est comme ça qu'on va éclairer le sujet. Il faut aboutir sur les discussions qu'il peut y avoir avec les différents acteurs. Altitude l'a dit ce matin, il discute avec tout le monde. Mm-hmm. Il y a des discussions aujourd'hui en cours avec beaucoup d'acteurs. Rien n'est établi, rien n'est finalisé, mais ça avance. D'accord. Cyril, sur la même question? Donc oui, il y a des discussions en cours avec un certain nombre d'acteurs également. Mais je vais essayer d'être un peu moins langue de bois. On a signé avec l'Oise et avec l'Eure-et-Loire. Bon, c'est chez toi, c'est chez toi que moi. Voilà. Mais donc récemment, voilà. Et puis non, il y a eu quelques grosses avancées. On est en train de faire beaucoup d'expérimentations en tout état de cause. On regarde les catalogues. Il faut savoir que pour faire venir Free sur nos RIP, pour faire venir Bouygues sur nos RIP, parce que ça discute dans tous les sens, hein, donc tout le monde discute avec tout le monde, ça a été très bien dit. Ça nous a pris quand même de nombreux mois. Et pourtant, Free, il est déjà présent sur l'ensemble de nos réseaux FTTH. Eh bien, on a dû travailler vraiment de nombreux mois pour arriver à faire venir Free, parce qu'il avait des exigences X et Y, techniques, juridiques, etc. On doit avoir... ce qui intéresse les opérateurs, c'est avoir aussi un catalogue de services qui est sans doute le même partout, les modes opératoires les mêmes partout. Je peux vous dire qu'entre ce qui a été signé en 2011 et ce qui a été signé ensuite en 2012, 2013, 2015, etc. Les catalogues sont pas les mêmes, les offres sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc il faut remettre tout ça d'équerre. Donc il y a des expérimentations qui sont faites pour que le moment où on aura choisi, d'abord on va pas faire d'annonce ici, on va pas le dire parce qu'il y a un jeu aussi sans doute de compétiteurs et de concurrence, et donc on va rien annoncer ici, mais pour autant on s'apprête on regarde techniquement comment on peut le faire, et ensuite le moment venu, eh bien on ira, et on ira vite et bien. Voilà. Donc et on sera en tout état de cause en passif, ça c'est sûr. Un complément. Juste une chose, je vais faire une annonce. Dernière chose, c'est que sur le CIVU, par exemple, sur le CIVU, on s'était rencontré avec Dunkerque. On avait explicité que l'offre ne correspondait pas à nos attentes. Elle a été bougée, elle a été modifiée, et on est venu ensuite. D'accord, c'est clair. Merci. Je vais faire une annonce forte. En fait, on sera client de Cherbourg et Saint-Lô d'ici très peu de temps, chez un opérateur tiers. Est-ce que Gilles Quinquenel est toujours dans la salle? Non, blague à part. Je pense qu'il est au courant. Je pense qu'il est au courant. Plus largement, oui. Stratégie 2018, continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire déployer des réseaux, mettre nos clients sur les réseaux, accueillir les opérateurs comme Orange sur nos réseaux, puisque aujourd'hui, je prends le périmètre global des 300 000 prises, il y a à peu près 90 000 clients actifs sur ce réseau. Il y en a un peu plus de 2 tiers, ce sont des clients SFR. Le reste, c'est Free, c'est Orange.
Donc, on a un certain nombre de clients sur ces réseaux. Alors, on ne répond pas à toutes les attentes, parce qu'effectivement, il y a des réseaux des réseaux FTTH qui ont été signés en 2003-2004, qui sont des réseaux passifs. Oui. Donc, il y a une très forte attente d'un certain nombre d'acteurs pour faire de l'activation sur ces réseaux. Donc, j'ai des discussions avec les collectivités pour voir si on active ou si, par le biais d'une revente en gros, on est capable de produire des offres activées pour ces acteurs-là. Parce que je sais qu'il y a une très forte attente de ces acteurs-là. Vitis en fait partie. Hein. On discutait tout à l'heure avec Mathias du sujet. Le problème de l'Oise, par exemple, c'est que c'est un réseau passif. Et j'ai aujourd'hui, soit la collectivité, effectivement, me finance une activation de ce réseau, soit à un moment donné, il y a un marché de gros qui va se mettre en œuvre. Donc on travaille sur ces sujets-là avec l'ensemble des acteurs. L'objectif est d'être le plus ouvert possible. Et l'ensemble des réseaux qui ont été signés par SFR au cours des derniers mois sont des réseaux activés, donc pourront accueillir l'ensemble des acteurs en passif pour Orange ou les autres, ou les grands acteurs, ou en actif pour des acteurs qui souhaitent avoir de l'activation. Mais globalement, c'est la stratégie. Le FAI SFR, lui, a une stratégie effective d'être présente sur l'ensemble de ces réseaux et l'ensemble des réseaux de manière générale à moyen terme. Ça, c'est une certitude. Merci à tous les deux, merci Lionel. Donc oui, juste pour mémoire, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, c'est vrai que voilà, les lignes ont bougé, puisque l'an dernier encore, vous nous disiez que attendez un petit peu, d'abord on priorise nos propres réseaux, d'abord on déploie nos prises, d'abord on gagne des compétitions. Donc voilà, je tiens juste à ce qu'on ait bien en tête que voilà, on est sur une ouverture qui semble se créer sur l'arrivée des fameux OCN sur les RIP. Hein. Et quelque chose aussi très important, parce que l'introduction de Philippe Augier ce matin pouvait créer peut-être une certaine confusion. Il n'y a pas de concurrence par les opérateurs nationaux intégrés, ce qu'on veut, des réseaux d'initiative publique. Il n'y a aucune concurrence, on n'intervient pas sur ces zones-là, et donc je tiens à le préciser. Et si jamais on déploie du cuivre sur Côte-Fleurie, c'est parce que on est obligé de le faire. Tout simplement, on a ce devoir, puisqu'on a le SU, le service universel, et donc on doit le faire. Donc j'ai cette obligation en tant que titulaire du SU. Donc voilà, il n'y a pas de volonté du tout de concurrencer quoi que ce soit. Rassurez Philippe, mais voilà, c'est tout. Faire évoluer les textes. Bon. Merci pour ces précisions. Nathalie Diran, donc chez Covage, je vais peut-être commencer par la même question. Qu'est-ce que vous avez dans le tuyau pour 2018 en nombre de prises ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous répondre à cette question. Si vous me permettez, je vais d'abord vous rappeler les fondamentaux de Covage pour situer le cadre de notre intervention et justement fixer la perspective de notre stratégie pour 2018. Donc, Covage existe depuis maintenant plus de 10 ans. Depuis 10 ans, on est un opérateur de fibre optique. On a fait ce choix-là. On est un opérateur d'infrastructure. On a fait le choix d'être neutre et indépendant, d'activer tous nos réseaux pour faire venir l'ensemble des opérateurs dans l'ensemble des territoires. On a une culture entrepreneuriale et ce qui fait la force aussi de Covage, c'est son partenariat continu avec les collectivités et sa proximité, son implantation dans les territoires. Le cadre de notre intervention, effectivement, vous le disiez, on l'a constaté ce matin, il a changé par rapport à l'année dernière. Depuis l'année dernière, on voit que le renforcement et l'attente dans les services numériques, il est beaucoup plus important. On constate aussi que dans le cadre des dossiers que nous intervenions, ou dans lesquels nous intervenions, les réponses au réseau d'initiative publique, le niveau des subventions a énormément baissé. On a constaté aussi que de nouveaux modèles sont apparus où des projets sur des investissements privés, seuls, sans participation publique, ont été traités, ont été attribués. Mais on constate aussi qu'il y a encore un certain nombre de zones qui sont en carence et voire parmi certaines d'entre elles, les zones AM2I, au regard à l'ambition qui était celle du plan, sont encore en retard par rapport au démarrage qui était en 2011.
Alors nous, en 2017, Covage, on a pris un virage très important. Le premier virage, il s'appuie sur un actionnariat qui a été renforcé puisque a intégré Covage un actionnaire qui s'appelle Partner Group, qui a une capacité d'investissement très forte. Sa capitalisation boursière, pour vous donner une représentation, représente 15 milliards d'euros. Et donc, ça démontre notre capacité à investir sur fonds propres et aussi à supporter les investissements quand on travaille avec les collectivités en investissement public. C'est le premier point. On a intégré Tutor, qu'on avait racheté en fin d'année précédente. Mais aussi, on a agi sur 2 fronts, puisque nous avons racheté le réseau des Hauts-de-Seine. C'est quoi l'homme? Et donc ce réseau-là, THD Seine, nous a permis de découvrir aussi une nouvelle zone, et à ajouter une nouvelle carte à notre arc, parce que nous avons d'ores et déjà la capacité de traiter des zones très denses. Il y a beaucoup de similitudes avec les zones moins denses, mais il y a une spécificité de traitement, et donc on a développé cette compétence. Mais on est aussi intervenu sur le territoire de Lamel. Donc là encore, on a pris le taureau par les cornes, puisqu'il y a un an, ce territoire nous faisait confiance. Et sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un petit peu on va dire, l'anticipation de Lamel qui est en train de s'écrire et de se dessiner aujourd'hui. Oui, parce que quand tu dis territoire de Lamel, c'est où? C'est la métropole européenne de Lille. Ah oui, Lamel, d'accord. Pardon, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je dois être le seul. Donc la métropole européenne de Lille nous fait confiance il y a un an. Un an après, il faut savoir qu'on a utilisé une méthodologie très proactive, puisque dès qu'ils nous font confiance, on lance 100% des études sur 100% de ce territoire. On constate qu'au lieu de 43 000 foyers, c'était 53 000 foyers qu'il fallait aller raccorder à la fibre. Un an après, on a réalisé 100% des études, on a déployé 100% des NRO, on a déployé 100% des PM, et on réalise les premières ouvertures commerciales au mois de mai. Donc une vraie dynamique. Et avant 2020, donc bien avant les objectifs qui sont ceux de la mine, nous aurons terminé de déployer cette zone-là. Un point important, c'est que 2017 a été aussi une année forte, tu l'évoquais tout à l'heure Cyril, notre compétence, notre ouverture sur les opérateurs qui sont le nerf de la guerre. Sans eux, on ne réussira pas. Notre modèle, il est totalement aligné avec les intérêts des collectivités. On ne réussira que si les investissements que l'on réalise sont utilisés par les opérateurs s'ils viennent nombreux sur nos réseaux. Et donc, dans ce modèle d'ouverture, nous avons étudié avec Orange une réponse commune sur un territoire où nous avions des actions communes dans le cadre de différentes délégations de services publics. Et ce territoire, d'ailleurs, a décidé de nous renouveler sa confiance puisque nous avons gagné au début de l'année la DSP de l'Essonne. Et donc, quand on fait le bilan de 2017, ça a été un vrai virage pour Covage, amplifié par aussi une nouvelle gouvernance qui a amené une nouvelle ambition. Et donc, on se rend compte qu'on a développé de nouvelles compétences, qu'on a de nouveaux moyens à notre disposition et qu'on a une stratégie très très claire pour y arriver. En 2017, puisque tu m'interrogeais sur les chiffres, nous avons déployé 100 000 prises. 53 000 exactement ont été déployés par Covage et on a recété les 47 000 qui avaient été déployés par les collectivités. En 2018, nous allons déployer presque 3 fois plus. On va déployer 280 000 prises sur les territoires, ce qui fera que, à la fin 2018, sur les réseaux de Covage, nous aurons presque 900 000 prises à offrir aux opérateurs. Puisque d'ores et déjà, nous avons déjà 600 000 prises qui sont sur nos territoires. Donc, on va dire un volume de prises qui crée forcément l'attractivité. Autre point, puisqu'on s'est permis de citer quelques chiffres tout à l'heure, je voudrais souligner le fait que sur la zone d'initiative publique, on représente en termes d'attribution de DSP 7% de cette zone. Et pourtant, l'année dernière, en termes de prises déployées sous responsabilité Covage sur cette zone, nous étions deuxième avec 22% de prises déployées. Là encore, ça démontre le savoir-faire qui est le nôtre et la volonté portée par des investissements et la capacité d'investir de nos actionnaires, mais aussi de tout le groupe, qui génère du chiffre d'affaires par un modèle vertueux de commercialisation, puisque nous avons sur nos réseaux 200 opérateurs qui sont clients pour accompagner les besoins des entreprises, mais aussi des particuliers. Alors,
Pour conclure, si tu me le permets, on est dans le cadre du plan très haut débit, et c'est vrai qu'on fait tout cela avec beaucoup d'envie, beaucoup de cœur. On est au cœur des territoires, et c'est vrai que c'est ça qui nous anime. On est dans l'exécution de ce plan très haut débit, et moi je voulais souligner avec cet acronyme très haut débit, évidemment on le fait en proximité avec les territoires, mais on le fait au service de l'humain. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, on parle beaucoup du très haut débit pour amener des accès Internet, mais demain, on va changer la société. On écrit l'histoire de la société de demain avec de nouveaux services de santé, d'enseignement. Et donc, l'humain, il est au cœur de notre intervention. Mais on garde un point de focus, cette année, extrêmement particulier sur le déploiement, parce que c'est ce qui va faire la force et la capacité de gagner les paris de demain. Donc, le D, ce sera le D du déploiement. Et donc, ça nous tient extrêmement à cœur et on va continuer. Et je suis sûr qu'on va réussir à signer ces contrats sur lesquels on discute depuis très longtemps. Oui, parce qu'on l'a bien compris, vous prenez l'exemple de Cœur Côte-Fleury, réseau opéré par... Vous pouvez applaudir, absolument. Au Cœur Côte-Fleury, réseau côté même titre que le Calvados qui est opéré par Covage. Et voilà, on imagine que vous discutez ensemble. Mais tout ça est très très bien, tout ça est très très encourageant. Merci beaucoup Nathalie. Côté TDF, Arnaud Lucossi, vous, votre feuille de route 2018, combien de prises, alors je dirais pas combien de régiments, combien de capitaines, mais en essayant de chiffrer les choses et puis de donner votre parti pris pour 2018. Alors, je poursuis un peu, donc après déjeuner, ce que j'avais esquissé avant déjeuner. Donc, nous avons aujourd'hui une feuille de route et un engagement. Donc, dans les territoires que nous avons rapportés, nous devons déployer 720 000 prises jusqu'en 2023, je crois. Donc, et demain, donc ça a été dit d'ailleurs par Antoine Darod, demain, donc, nous lancerons le projet du Maine-et-Loire qui représente 220 000 prises. Donc, on est récent sur le marché. Il y a un an, on démarrait tout juste. Donc, en 2018, notre première priorité, c'est déjà de commencer à bien déployer conformément à nos engagements. Ça représentera plusieurs dizaines de milliers de prises, donc on reste modeste par rapport à tous les chiffres que je viens d'entendre. Mais c'est aussi quasiment la première année pleine de nos contrats. Donc, nous débutons. Après, évidemment, il nous faudra accélérer pour atteindre et déployer donc, ces 720 000 prises dont je parlais. Alors, notre ambition est aussi pas nécessairement de s'arrêter à 720 000. Il y a encore des appels d'offres en cours, encore des choses qui se passent, donc on essaiera d'avoir notre part. On verra bien ce que cela donnera. Alors, 2018, c'est aussi pour nous le moment de finaliser des discussions avec les opérateurs, les OCEN, comme on dit, opérateurs sur le marché de détail. Alors aujourd'hui, nous avons donc conclu un partenariat national avec Bouygues Télécom. Nous avons des discussions avancées avec beaucoup. Avec Vitis, je pense que nous arriverons à un accord, j'espère, Mathias, prochainement. Donc il est confiant et moi aussi, tant mieux. Et donc, mais au-delà de Bouygues Télécom, de Vitis, j'ai envie de dire, notre vocation est d'accueillir tous les OCEN. Donc, mes voisins sont les bienvenus, SFR, Orange, les plus importants, espérons-le. Il nous faudra donc aussi regarder ce que je disais tout à l'heure, s'il y a ce nouveau cadre, les AMEL, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que nous souhaitons y participer ou pas? Alors nous, dans nos territoires, on en a un qui était le précurseur, parce que j'entends que la MEL, donc à Lille, mais nous on a fait un AMEI, donc appel à manifestation d'engagement d'investissement dans les Yvelines, qui est l'un de nos territoires dans lequel il n'y a pas de subvention. Le réseau est la propriété de TDF et on a aussi un engagement de déploiement. C'est un projet donc qui, je pense, a inspiré les AMEL. Donc on regardera les AMEL. On espère aussi qu'Orange nous laissera tranquilles dans les Yvelines, je le dis, puisque nous avons parfois des discussions et nous constatons aussi certaines actions d'Orange sur des parties qui, a priori, sont de notre ressort, en tout cas de par le contrat du département. Voilà, donc je pense que les Yvelines, c'est aussi un point pour 2018, pour clarifier ça. Et puis, on regardera donc les AMEL. Alors, au-delà, donc ça, c'est la partie fibre.
toujours aussi être dans les déploiements très proches des collectivités. Donc ça, je reprends l'intégralité de ce qu'a dit Nathalie. Nous avons la même philosophie. Donc nous travaillons au service des collectivités, ce qui concrètement veut dire participer par des actions d'insertion locale. On va essayer de travailler, si possible, avec des constructeurs bien implantés localement, pour faire de la formation, et puis être à l'écoute donc des collectivités. Alors, tous mes collègues, nous sommes les derniers arrivés, donc j'imagine, constatent que quand on lance un projet sur un territoire, c'est un moment extrêmement important pour la collectivité. Chaque fois, j'ai participé à toutes les réunions de lancement de nos projets, donc il y aura celle de demain à Angers. Il y a une attente extrêmement forte et c'est un moment vraiment important. Donc, il s'agit de poursuivre, c'est une fois qu'on a le contrat, de rester à leur côté et de bien sûr délivrer ce qu'on a dit. Alors, la fibre pour TDF, ce n'est pas uniquement les RIP, il y a aussi, peut-être, mais c'est moins prioritaire ce qui se passe dans les autres zones, mais surtout, on a beaucoup de sites mobiles. Je le disais tout à l'heure, on en a quand même, j'ai pas donné le chiffre tout à l'heure, mais on a quand même quasiment 14 000 aujourd'hui. Oui, donc 14 000 sites qu'on peut proposer entre des pylônes et ce nombre augmente. Il est évident qu'avec les technologies mobiles de demain, ces fibres auront aussi vocation à accueillir de la fibre. Donc il faut qu'ils soient raccordés, raccordables, enfin en tout cas qu'on étudie leur connexion. Donc c'est aussi une autre dimension du maillage qui nous intéresse. Et en 2018, nous aurons aussi pour priorité chez TDF de voir comment on peut proposer des offres qui intéressent les opérateurs mobiles dans le cas du New Deal également. Et puis enfin, je n'oublie pas notre premier métier, parce qu'on l'a oublié plus, c'est la diffusion audiovisuelle. La TNT se modernise. On remercie d'ailleurs TF1 d'avoir rappelé à tout le monde qu'elle existait ces dernières semaines. Tous les opérateurs, les OCN, donc je les remercie, ils ont tous rappelé qu'ils avaient une prise TNT sur leur box et que si ça tournait mal dans leur relation, on pouvait toujours recevoir les chaînes par ce biais-là. Donc on travaille avec le CSA qui a beaucoup consulté en 2017 pour voir comment la TNT évoluera vers l'ultra haute définition, la 4K. J'ai entendu que Vitis avait une box intégrant la 4K. C'est vrai que la 4K, c'est l'avenir de l'audiovisuel et donc il faut s'y préparer, y compris sur la TNT. Voilà un peu la feuille de route. Merci beaucoup Arnaud. Je rappelle, ces 14 000 sites mobiles que vous avez font partie du patrimoine de la propriété de TDF. C'est à vous, ça. Il y a des pylônes oui. et puis il y a des toits de terrasse qu'on commercialise. D'accord. Voilà, donc les pylônes, c'est en zone rurale et périurbaine, oui. Donc ça, c'est une propriété pleine. Les toits de terrasse, aucun opérateur ou TDF en tant qu'hébergeur ne les possède. On a des contrats de commercialisation, des baux et des choses comme ça. C'est un peu différent selon la nature des sites. Mais en tout cas, on les propose, c'est un portefeuille de sites qu'on propose aux opérateurs. Merci Arnaud. Hervé Rasclar, je demandais à la FIRI de m'aider à synthétiser. Non, c'est allumé, ne touche plus à rien. Donc, et puis de m'aider à effectivement faire mes petits comptes, parce que j'ai sorti mon boulier un peu chinois, mais je retombe pas sur mes pieds. En termes de volume de prise déployé. Alors pourquoi je m'obsède là-dessus ? C'est pas uniquement pour faire du chiffre, c'est pas la culture du chiffre comme dirait l'autre, c'est pour faire aussi le lien avec la table ronde qu'on a derrière, puisque on a certains le vivent, de grosses difficultés de recrutement, alors qu'on voit bien depuis ce matin que la courbe d'accélération de ce plan France Très Haut Débit, ça commence à être comme ça, quoi. Donc toi, tu arrives à quel Alors je vais essayer d'exaucer tes vœux. S'il te plaît. C'est gentil. Certains voulaient pas. Certains ne pouvaient pas dévoiler leurs chiffres. Non, sérieusement, si on reprend un petit peu tout ce qui s'est dit depuis ce matin, et si on veut essayer, peut-être, je vais essayer d'être aussi un peu le porte-parole des gens qui n'étaient pas autour de la table, mais qui sont en face de vous, qui sont ceux qui construisent les réseaux. Dans la FIRIP, il y a bien entendu tous les opérateurs des RIP qu'on a vus, qui sont les acteurs aux côtés des collectivités. Et puis après, il y a des intégrateurs et des constructeurs de rang 1, de rang 2, avec des équipementiers qui sont aussi présents aujourd'hui, des câbliers, pour pas les oublier aussi, qui vont être maintenant fortement sollicités. Donc reprenons les quelques chiffres. Amis, on y voit clair, d'après ce qu'on a entendu ce matin du côté des opérateurs et du côté de l'État, si on considère qu'Antoine représentait l'État tout à l'heure, on a 10 millions de prises à construire avant fin 2020.
vous savez compter sur vos doigts, vous voyez à peu près que rien que pour les zones amies, messieurs, qui sommes en face, il va falloir être capable, rien que pour les zones amies, de mobiliser un peu plus et de construire un peu plus de 3 millions de prises par an d'ici dans les 3 ans qui viennent. Prenons les RIP. Alors là, les chiffres divergent. J'ai toujours pas compris pourquoi. C'est pour ça que je demande souvent de l'open data à notre ami Antoine Darotte pour qu'on y voit un petit peu plus clair sur ce que j'appelle les prises RIP. Combien il y a de prises RIP en France? Donc nous, on a un certain nombre à regarder, alors signées ou dans les tuyaux. On va dire c'est de l'ordre de 11 millions de prises aujourd'hui qui sont RIP en France. De l'ordre de. Et un jour ou l'autre, il va falloir que de l'ordre de, on arrive à les vrais chiffres. D'ailleurs, je relance une invitation à tout le monde pour l'Observatoire de la Caisse des dépôts et de la FIRIP. Vous serez tous les bienvenus le 7 juin, parce qu'on va justement essayer d'objectiver un certain nombre de choses, dont ce point-là, et dont aussi le point sur la tension sur le câble, il y a ou il n'y a pas, puisqu'aujourd'hui, il y a une enquête qui est partie aussi bien côté collectivité, câblier, intégrateur, opérateur, pour essayer de croiser tous ces chiffres et d'essayer d'objectiver. Donc j'espère qu'avant l'été, on arrêtera de se faire peur et qu'on pourra objectiver tout ça. Donc RIP, 11 millions de prises, on a une de fait. Donc c'est 10 millions. Là, on est plutôt sur un profil 5 ans. Donc ça fait à peu près 2 millions de prises à faire par an. Donc 3 et 2, jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 5. Donc ça veut dire que l'écosystème qui est vivant, tu l'as compris aujourd'hui, on est tous là. Il y a encore des petits échanges un peu forts, comme on les aime bien aux États généraux, va devoir se mettre en ordre de marche pour construire 5 millions de prises par an dès cette année. Sachant que on est quand même aujourd'hui très très loin du compte. Alors si on prend le trimestre de tous les records, parce que tout le monde me le donne, hein, c'était 750 000 prises construites, c'était l'année dernière, d'accord? Donc 4 fois 750, on est déjà au 3. Mais c'est pas 3 qu'il faut, 5. 5,3 même si je te suis bien. Oui, mais il faut arrondir dans tout ça, parce que moi j'ai compté tous les RIP jusqu'en 2020, ça sera 2023, voilà, on va gagner des petites années. Mais l'ordre d'idée, c'est à peu près être capable de construire 5 millions de prises par an. Donc je crois que tu l'as compris, le vrai défi aujourd'hui, je fais le lien avec la table ronde d'après, c'est effectivement de se donner les moyens de pouvoir permettre à toutes ces entreprises d'embaucher toutes les personnes qu'il faut, de les former. Là, je lance un petit appel. On est en pleine réforme aujourd'hui de la formation professionnelle. Il y a des dispositifs en ce moment qui marchent très très bien, qui sont utilisés par toutes les entreprises. Il faut savoir qu'une entreprise de rang 1, je ne vais pas en citer parce qu'il y en a tellement dans la salle, mais une entreprise de rang 1, par exemple Orange, aujourd'hui, c'est des gens qui embauchent de l'ordre de 1000 personnes par an. C'est de ça dont on parle. Hein. Un gros intégrateur, aujourd'hui, embauche de l'ordre de 1000 personnes par an. Un plus petit va en embaucher 600, l'autre 700, l'autre 800, peu importe. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui fonctionnent. On parle beaucoup, ça vous parle peut-être pas aujourd'hui, de POE. Là, maintenant, depuis 3 semaines, 1 mois, tous les OPCA ferment la truc, on ne finance plus de POE. Donc, au moment où il faut accélérer... C'est un programme aujourd'hui qui permet... Opérationnel à l'emploi. Opérationnel à l'emploi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous allez en parler juste après. Donc faisons attention aujourd'hui, c'est un petit peu peut-être l'appel qu'on peut lancer aujourd'hui. C'est qu'au niveau de l'État, je pense qu'il y a 2 grands défis. Il faut faire connaître ces métiers aujourd'hui, parce que je pense qu'il y en a encore... Pour beaucoup, ils sont méconnus. On était beaucoup présents, par exemple, au Salon des métiers l'autre fois à Lyon, où il y avait plus de 100 000 visiteurs. Et puis, il faut que côté financement, on soit au rendez-vous l'année où tout le monde veut accélérer. Moi, je veux bien qu'on accélère, mais au moment où on accélère, il ne faut pas mettre d'impôts, il ne faut pas enlever les financements des choses qui marchent, quoi. C'est un petit peu l'appel qu'on voulait lancer peut-être d'ici, et puis pour peut-être dire que, bon, certes, tout va bien, parce qu'on est en mouvement, on est en marche, mais si on veut réussir ce grand défi, aujourd'hui il y a toutes les volontés, les collectivités sont mobilisées, les opérateurs, qu'ils soient les opérateurs de RIP ou les opérateurs, les OCEN sont tous mobilisés autour de ce chantier. Je crois qu'on a aujourd'hui un savoir-faire, on a avec toutes les fédérations mis en place des plateaux de formation, il y a des plateaux partout en France, aujourd'hui qui sont utilisés à 40%. Donc il y a la place pour former les gens, il faut faire connaître ces métiers, il faut obtenir des financements, et effectivement, on sera peut-être capable de monter 5 millions, mais il va falloir, je pense, retrousser les manches. Voilà un petit peu le message et la synthèse que je voulais lancer aujourd'hui des États généraux. Merci Hervé, qu'on peut applaudir pour cette synthèse.
Et cet appel qui nous renvoie, est-ce que successivement, Arnaud, Lionel, Nathalie, Cyril, vous partagez ces éléments de conclusion, c'est la taille de ce défi finalement? Ça laisse Arnaud sans voix. Non, mais si la conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de travail devant nous et des ressources un peu tendues, je crois que tout le monde en est conscient. Ouais. D'accord. Pour être bien sûr que vous vivez tous la même chose. Lionel? Oui, il y a un gros travail de fond à mener. Il y a un gros travail qui est déjà engagé dans l'ensemble de l'écosystème des opérateurs de RIP ou des opérateurs intégrés. Voilà, à notre humble niveau, puisqu'on a assez peu de prises à déployer, on va faire ce qu'il faut. Et puis, on verra ce qu'il en est à l'échéance. Merci Lionel. Nathalie? Oui, effectivement, on est tout à fait conscient des enjeux et on va les aborder de manière très concrète. Et de toute façon, ce sera sur le terrain qu'on va vérifier qu'on a bien toutes les ressources et qu'on sera au rendez-vous de nos ambitions. Merci beaucoup. Cyril? En tant qu'acteur majeur du secteur, et on l'a répété, locomotive, etc., et puis on a une capacité de production qui ne cesse de croître, on se doit d'accompagner l'ensemble de la filière, on le fait aussi à la FIRIP, parce que Orange est également partenaire membre de la FIRIP, et donc on essaye de regarder comment structurer, comment faire développer cette filière. On a par exemple, je donne un petit exemple, c'est que quand on signe sur un marché, par exemple un marché de RIP ou quoi, et l'ensemble des sous-traitants que l'on prend, les partenaires que l'on prend, on leur demande de s'engager à ne pas aller chercher et débaucher vers un autre partenaire que l'on aurait sur cette zone, parce que sinon on fait un peu la machine à laver, et c'est toujours les mêmes qui travaillent sur le système, et aucun des partenaires finalement ne s'engage à monter son niveau en termes de formation, d'accompagnement, de développement, etc. Donc c'est très important de donner de la visibilité à l'ensemble de nos partenaires sur le long terme pour qu'ils puissent s'engager justement à développer, à former, etc. Ça c'est essentiel. Et puis c'est essentiel que l'ensemble de ceux qui sont ici fassent en sorte que quand ils signent avec un sous-traitant, que ce soit un SPI, un Sogetrel et X, tous en tant qu'ils sont, et bien que eux-mêmes s'engagent à ne pas aller chercher des people, des personnes, etc. sur les zones d'à côté, parce que là on n'y arrivera pas. Oui, là, on aura juste un coût à la prise qui va augmenter parce que finalement les gens ils partent parce que on leur propose 20% de plus chez le voisin et pendant 6 mois, et puis après on va le rechercher avec 20% de plus, etc. Mais on ne fait pas avancer les choses. Donc c'est très important que l'ensemble de la filière se structure de cette manière-là. Merci. Merci à tous les 5. On peut vous applaudir.